Bonjour et bienvenue sur Prenons un café, le podcast qui parle de parentalité, mais surtout d'humanité, sans tabou ni complexe. Je suis Élise Bulté et chaque mardi, je te propose des conversations avec des humains et des humaines concernés de près ou de loin par la parentalité. Nous échangeons sur des sujets importants de société, souvent éloignés des contes de fées, mais toujours criants d'actualité. C'est parti pour le premier épisode de la capsule d'été Prenons un café, frappé, dans laquelle on prend des nouvelles de certains invités. Aujourd'hui, je suis ravie de retrouver Frédéric, alias Vieux Machin Bidule, sur les réseaux sociaux. Fred est passé sur Prenons un café en mai 2021, dans l'épisode 56. On y parlait de la place du père à l'arrivée d'un enfant, dans le postpartum immédiat et dans l'allaitement. À l'époque, nous avions brièvement abordé la dépression postpartum de son épouse et de son rôle dans cette dépression. Mais force est de constater que 2 ans plus tard, l'impact de cette dépression sur Frédéric a été plus grand que ce qu'il imaginait. Et oui, Fred a connu ce qu'on appelle une décompensation psychologique, qui consiste en l'apparition de symptômes dépressifs chez l'aidant, faute d'espace ou de temps pour prendre soin de soi. De quelle manière cette décompensation s'est traduite ? C'est ce que nous raconte Frédéric dans cet épisode. Tu pensais être seul à galérer ? Mets tes écouteurs et prenons un café. Frappé cet été. Bonjour Fred. Salut Élise. Je suis trop contente d'être là avec toi. Et moi je suis très content aussi. Je suis content de t'accueillir chez moi. Mais oui, parce qu'on est dans ton canapé. Et oui, c'est vrai. C'est vraiment très agréable cette configuration d'enregistrement. Moi j'aime bien. Oui, je pense que je vais faire ça cool. plus souvent. T'as vu avec mes tasses à fleurs. Mais oui, donc tu café, m'as reçu avec. On a pris un café. Ouais, on a pris aussi un verre d'eau parce que. Parce qu'on sait qu'on parle beaucoup. Mais oui, et puis aussi, surtout, alors là, grosse digression dès le départ, mais je dis beaucoup, et ça peut t'intéresser, aux gens que je forme au podcast, de ne surtout pas boire de café avant l'enregistrement parce que ça donne la bouche pâteuse. Ah. Et donc, ça fait des petits bruits de bouche. C'est moi qui t'ai proposé le café. Mais, oui, mais je t'ai dit oui. C'est moi qui ai fait une connerie alors. Mais je me dis que ça peut aussi te servir puisque depuis, tu es podcasteur, donc tu sauras que... Je ferai attention. Voilà. Mais en même temps, moi j'ai un podcast qui s'appelle Prenons un café, donc j'ai envie de dire le café va avec. Tu t'es mis en difficulté. Oui, voilà, les bruits de bouche vont avec. Voilà, c'est tout. Bon, donc merci de me recevoir. On est au tout début de l'été, donc tu fais partie de cette capsule estivale de Que sont-ils devenus ? Et je viens prendre de tes nouvelles aujourd'hui. Comment vas-tu, Fred ? Bah écoute, c'est l'été et ça va mieux. Que ce que j'ai pu traverser depuis ces derniers mois. On va dire que je remonte la pente tranquillement, doucement, à mon rythme, sur tout ce qui a pu se passer. Et je pense que pour faire raccord avec l'été, je suis en train de voir la ligne d'arrivée du Tour de France juste au bout, le drapeau à damier. Mais il vient de commencer. Voilà, tu vois. Il vient de commencer, mais moi je suis pas loin déjà des Champs-Élysées, tu vois. Mais non, l'idée c'est que ça va mieux. Ok, top. Mais ça va aujourd'hui. Puis je suis content de te recevoir. Bah oui. Mais en ce moment, on se voit souvent. J'ai l'impression que 2023, c'est notre année. Fred, c'est vrai parce qu'on se connaît depuis un bon moment. Ouais. On échange, tout ça. Et cette année, je crois que c'est la 3e fois. Ouais. C'est même pas, en plus, quand je dis cette année, c'est vraiment depuis janvier. Ouais, 2023. On s'est vu en février. Après, on s'est revu, je sais plus. On s'est vu à Rouen en fin janvier. Ouais, mais on s'est revu plusieurs fois. Ouais, c'est drôle. On s'est vu pas mal de fois. Mais c'est bien. C'est chouette, c'est chouette. Mais tu as raison, on se connaît depuis un petit moment et surtout, toi, tu as eu ta voix, ta parole sur Prenons un café il y a maintenant un peu plus de 2 ans. Alors, c'est bête, hein, je l'ai écouté tout à l'heure, mais j'ai oublié le numéro de l'épisode. Mais bref, c'est un épisode qui parlait de la place du père dans la parentalité, du rôle du père et notamment dans tout ce qui va être autour de l'allaitement, de la place du père dans l'allaitement, parce qu'il en a une vraie place et on va pas redire tout ce qu'on a dit parce que ça sert à rien. Enfin, ça sert à rien. Si, c'est toujours utile de répéter, mais si vous voulez vous écouter... J'ai compris que tu t'en fous. Je m'en fiche. Vraiment, l'allaitement, je m'en fous. Non, pas du tout. Pas du tout. Mais voilà, si vous voulez écouter ce discours-là, en tout cas, allez-y. Sur cet épisode qu'on a enregistré il y a 2 ans. Moi, aujourd'hui, je viens prendre de tes nouvelles, mais parce qu'en fait, je suis un peu biaisée, parce que je sais un petit peu ce qui s'est passé dans ta vie. On revient 2 ans en arrière. Donc, il y a 2 ans, tu étais papa d'une enfant, de Rosalie. C'est ça. Tu travaillais à l'hôpital. Oui. Ta femme aussi. Aussi. Et je me souviens,
Tu m'avais dit, on a parlé aussi du congé paternité parce que c'était au moment justement où ça bougeait un petit peu à ce niveau-là, avec les nouvelles lois. Et comme tu avais été un acteur de ces changements-là, on en avait pas mal parlé. Et à l'époque, tu nous disais que toi, tu avais eu l'occasion d'être avec Rosalie pendant plus de 5 mois après sa naissance et que ça avait été une chance. Et tu me disais très précisément, en fait, si on a un deuxième enfant un jour avec Julie, je suis déjà triste parce que je sais que cette opportunité ne se représentera pas. Alors j'ai souri, parce qu'il se trouve que... Je souris aussi. Tu me disais, je vois pas quelle autre chose pourrait se passer pour que ça se reproduise. Ouais. Et en fait, il s'est avéré que Susan est arrivée. Elle est arrivée quand, Susan ? Susan est arrivée le 15 mars 2022. Et donc, en fait, tu as eu l'opportunité aussi de rester avec elle un petit moment. En fait, c'est dingue parce qu'au final, j'ai presque reproduit le premier schéma sans le vouloir. Les 5 mois que j'ai eu, alors souvent les gens me disent c'est trop bien, mais comment t'as fait financièrement ? J'ai pas fait exprès puisque c'était suite à un grave accident que j'avais eu à l'hôpital et donc qui m'avait immobilisé à domicile, et donc c'est pour ça que j'avais eu 5 mois de congé de entre guillemets de paternité. Et en fait j'aime bien cette expression, écoute-la bien, rebelote Marie-Charlotte. J'ai eu mon congé de 28 jours comme tous les pères, en tout cas tous ceux qui arrivent à l'avoir, parce que des fois c'est pas si simple que ça. J'ai eu mon congé de 28 jours, je suis retourné travailler au bout de 28 jours, et là j'ai senti la grosse peine, tu sais, de malheureusement je ne pourrais pas revivre ça. Et alors je sais pas si c'est le destin, je sais pas si c'est le karma, on va dire un mélange des deux parce que c'est toujours un peu difficile. J'ai fait une chute, une très 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 mauvaise chute à l'hôpital, et qui m'a apporté encore plus de problèmes de santé que ce que je n'avais, avec des douleurs neuropathiques, des syndromes neurologiques qui me faisaient penser au quelque chose de grave, parce que voilà, c'était un peu, pour ceux qui connaissent un petit peu le syndrome queue de cheval, donc c'est-à-dire des grosses pertes de sensations dans les jambes, des fourmillements, une envie d'uriner totale, même parfois jusqu'à des pertes urinaires, des pertes fécales. Alors moi j'ai pas eu tout ça, envie d'uriner oui, mais ça m'a préparé à ma prostate quand j'aurai plus de 60 ans. Mais là voilà, j'étais dans une condition physique encore plus catastrophique finalement que la première, parce que là pour le coup je me suis dit là je vais même pas pouvoir m'occuper de Susan quoi. Et bien voilà, j'ai repris le travail avec beaucoup de douleur. Et finalement, le corps a lâché et je me suis retrouvé encore en arrêt malheureusement pour cette partie du corps qui me lâche. Et je me retrouve en arrêt pendant que Susan est encore à la maison. Et le temps de trouver un moyen de garde, parce que ça tous les parents savent ce que c'est toujours très compliqué, j'ai gardé Susan un peu plus de 8 mois. Donc finalement j'ai encore eu plus qu'avec Rosalie, dans le contexte des choses. Alors même si c'est un petit peu compliqué parce que physiquement j'ai pas pu faire ce que je voulais, mais j'étais avec avec mes filles, parce que là pour le coup je les emmenais à l'école, enfin j'emmenais Rosalie à l'école, j'emmenais Susan, je la gardais avec moi. Et puis l'avantage qu'il y a, c'est que j'ai une chance, c'est que je peux marcher tranquillement sans avoir de douleur, donc je peux marcher. Mais j'ai cette chance de pouvoir d'avoir eu une deuxième fois la chance de pouvoir de profiter de ma fille et de la voir grandir. Et ça ça a pas de prix, même si physiquement ça en a un. Ouais. Oui, c'est que c'est pas non plus dans des conditions. C'est pas optimal, quoi. C'est pas optimal. Voilà, c'est pas optimal. Il y a une raison à ça. Ouais. Dans les premiers épisodes et aussi dans beaucoup de prises de parole que tu as faites, tu as évoqué la dépression du postpartum de Julie à la naissance de Rosalie. Oui. Quand vous avez appris la grossesse de Susan, quelle a été ta réaction ? Quelle a été votre réaction, vos appréhensions éventuelles à propos de ça ? Il a même pas fallu attendre l'arrivée de Susan. C'est une question qui s'est posée, je vais pas dire dans les semaines qui ont suivi le bilan sanguin et que les bêta-HCG étaient explosés. Non, là c'est une question qui est venue très rapidement où j'ai demandé en totale honnêteté avec Julie, parce que c'est quelque chose qui nous a renforcé beaucoup au niveau du couple. Et je lui ai dit, et si ça arrive, qu'est-ce qu'on fait ? Comment on revit le truc, comment toi tu te sens, comment toi quelles sont tes capacités, tes forces, quels sont ton ressenti sur potentiellement
ce deuxième... Alors d'abord, c'est pas potentiellement, c'est ce deuxième postpartum et potentiellement cette dépression qui, comme je le dis souvent, n'est jamais vraiment soignée. Je pense qu'après, on vit avec et elle reste comme une ombre au-dessus de nous et on est juste devenu plus fort et on sait la repérer et on sait la voir arriver. Et Julie tout de suite me rassure. Parce que je suis un grand angoissé. Et elle me rassure et elle me dit, même si ça doit arriver, je sens en moi les capacités, d'abord, de te prévenir plus rapidement que ce qui a pu être fait la première fois. Je me sens dans la capacité de répondre à cette dépression et de l'analyser, de l'aborder et de tout de suite capter, tout de suite arrêter le processus si ça doit se faire. Alors ça m'a rassuré, je vais pas te dire le contraire. Je me suis senti un petit peu mieux quand même, un peu moins angoissé de ça. En tout cas, le spectre de la DPP était déjà un petit peu plus estompé sur tous les mois de grossesse jusqu'à l'accouchement, quoi. Ouais. Mais c'est surtout qu'en plus, tu le disais dans le premier épisode, c'est que la dépression postpartum de Julie a été couplée avec un burn-out professionnel. Et que certes, il y avait le postpartum, mais qu'il y avait aussi le travail qui influait beaucoup sur cette dépression, puisqu'elle s'est déclenchée à la reprise. C'est ça. Au moment de l'arrivée de Suzon, la situation professionnelle de Julie était toujours la même. À l'arrivée de Suzon, Julie avait repris le travail. Ouais. Elle était donc... Oui, mais elle n'avait pas changé encore. Pas du tout. Elle est toujours sage-femme, toujours sage-femme au CHU, dans un gros CHU de niveau 3. Non, la situation est la même. La situation est la même. Alors moi, j'ai mes craintes. J'ai mes craintes alors pas sur elle et sa manière de travailler. J'ai plus des craintes sur l'encadrement, sur toutes ces choses-là qui avaient péché la première fois. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on est en train de retourner gentiment ? Ou est-ce que, puisque la vie est ainsi, et je pense que c'est le résumé de notre vie depuis qu'on est parents, est-ce qu'une fois de plus, ça va être un appel d'air et une nouvelle porte qui va s'ouvrir et une autre qui va se fermer. Et déjà, il y avait les premiers questionnements de se dire où est vraiment notre place de parents. Moi, j'ai toujours cette réflexion de me dire, c'est qu'en France, 8 employés sur 10 sont des parents. Et aujourd'hui, est-ce que c'est dû au contexte social ? Est-ce que c'est dû à ce qui s'est passé avec les pandémies et tout ça ? Si on doit choisir entre ses enfants et son travail, moi, mon choix, il est déjà fait. Alors, je dis pas qu'avant ça, j'aurais pas choisi mes enfants. Je dis juste que ça a juste renforcé, ça a légitimé le truc en disant, ouais, ok, non mais là c'est bon. Enfin, il est hors de question que je me fasse marcher sur la tronche au boulot. Tant pis, j'irai voir ailleurs. Et c'est vrai que déjà, on se disait, bon, voilà... Bon, on verra comment ça va se passer, mais voilà. Mais voilà, la grossesse s'est déroulée d'une manière normale. Ouais. On a fait plein de choses ensemble parce que ça nous a vraiment renforcés parce que Julie a émis le souhait de vouloir accoucher sans péridurale. Et spoiler alerte, ça se décide pas du jour au lendemain. Voilà, sauf si c'est fait parce qu'on n'a pas de bol et manière inopinée. Mais si vous voulez vous y préparer, ça demande du travail. Et donc, c'est vrai que tous les deux, on en a beaucoup discuté, on a beaucoup lu, je sais pas si on a écouté des podcasts, mais en tout cas, on a beaucoup lu, ça c'est sûr. On a beaucoup échangé, on s'est préparé avec notre sage-femme et aussi avec notre doula. On s'est préparé à cette décision qu'on a pris ensemble, enfin que je lui ai appris, parce que c'est son corps après tout. Et c'est vrai que ça a renforcé des liens très très... pour nous, c'était très important, encore une fois de plus. Et c'est là que finalement, il y a eu peut-être un petit détachement de ma part. Voilà. Sur cette partie-là, de la préparation. Il y a eu un petit détachement parce que, comment te dire, c'est pas que je me sentais pas investi dans cette deuxième grossesse, mais il y a eu des mots, des échanges. Et ma tête et mon cerveau ont cogité tout seuls. Ils n'ont pas eu besoin de moi. Ils se sont démerdés entre eux. Ils ont fait un brainstorming, ils ont fait Pepperbroth, PowerPoint, tout le bordel, tu vois. Et ils se sont dit, attends Fredo, bouge pas. Tu vas devenir père pour la deuxième fois.
C'est quoi tes angoisses? C'est la dépression du postpartum, c'est le bien-être de ton épouse, de tes enfants. Alors attends, bouge pas, on fait un calcul, machin. T'as demandé à ta femme comment elle se sentait par rapport à ça. Alors là, le cerveau, il s'est commencé à faire des multiplications. Il s'est dit, attends, t'angoisses pas. Lâche la soupape parce que ça va bien se passer. Et le problème, c'est que lâcher la soupape chez Frédéric, ça donne pas quelqu'un qui ne fait plus rien du jour au lendemain. Ça donne quelqu'un qui met son cerveau en mode automatique. C'est-à-dire que les choses ont commencé à se faire automatiquement. Je rentre, je fais à manger, je douche les filles, je les couche. Je fais ma journée. Je fais ce que j'ai à faire. Et il n'y a plus rien. C'est-à-dire qu'il n'y a plus... il n'y a plus le moi du quotidien d'habitude. Il n'y a plus les petites attentions. Il n'y a plus, ou alors mal faites, discrètes. Il y a beaucoup de colère, d'énervement, inexpliqué ou pas. Je m'en prends à mes enfants. Je suis en colère contre tout, contre vraiment plein de choses. Et c'est là où, Julie... très justement, m'a dit tu ne le vois pas, mais je pense que à ton tour, ça va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, effectivement, ça a été le début. Le début d'un nouveau parcours pour moi auquel j'étais absolument pas prêt, auquel je ne voulais absolument pas entendre parler. Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça une dépression du postpartum, mais je dirais qu'on est sur un joli mélange de burn-out, dépression du postpartum, alors surtout dépression du postpartum, qui m'a amené à faire ce que je recommande à beaucoup de gens depuis des années, parce que j'ai travaillé en psychiatrie pendant des années. Je disais toujours, mais allez voir une psychologue, ça ne fait de mal à personne. Je vous le promets, vous ne le regretterez pas. Écoutez, c'est satisfait ou remboursé. Eh bien, ce que je disais aux autres, qui me paraissait si facile, a été vraiment très compliqué pour moi. D'abord d'accepter qu'on me le dise, parce que moi je me rendais pas compte que j'étais plus du tout dans le mood, et puis de passer le pas et d'aller voir quelqu'un et de dire là je pense que je vais pas bien, enfin en tout cas les gens qui m'entourent trouvent que je ne vais pas très bien, et qu'est-ce qu'on peut faire et d'où ça vient. T'es allé très vite, Fred, mais il y a plein de choses sur lesquelles je voudrais moi rebondir. C'est que je trouve ça intéressant que tu t'es inquiété au début de la grossesse de savoir si Julie allait bien. Oui. Et une fois que tu as été rassurée, toi, tu as un peu lâché le lest, en fait. C'est-à-dire que tu étais tellement, j'imagine, et tu me dis si je me trompe, mais en tout cas, c'est comme ça que moi j'interprète, focus sur son bien-être parce que tu avais tellement peur qu'elle sombre. C'est ça. Qu'au moment où tu t'es rendu compte que c'était OK, mais en fait, c'était à ton tour de sombrer. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus cette vigilance, cette hyper-vigilance finalement auprès d'elle, sur elle, parce que la dépression postpartum, c'est de la mère, c'est compliqué. Il y a beaucoup de choses à gérer en tant que deuxième parent. Enfin, en tout cas, on parle de dépression postpartum, mais c'est vrai pour toutes les maladies. Le statut d'aidant. Le statut d'aidant, c'est ça. Le statut d'aidant est un statut compliqué, puisque en fait, il y a certes la détresse, la maladie de la personne malade, mais il y a aussi tout ce qu'il y a derrière et tout ce que toi, tu prends. Donc en fait, quand la personne va bien, va mieux, t'es rassuré, en fait, lâcher du lest, ça veut dire laisser de l'espace. C'est ça. Donner la possibilité à ce qu'en fait, le travail se fasse de ton côté. Et le travail s'enclenche malgré toi. Et c'est dans des périodes comme ça de décompensation, ça s'appelle comme ça, décompensation, que certains mots, parfois mentaux, parfois physiques, arrivent. Et j'ai l'impression, en t'écoutant, en tout cas, c'est ce qui s'est passé. C'est ça, c'est typiquement ça. C'est d'un seul coup... ça m'a rassuré d'entendre Julie dire ça va aller, t'inquiète pas, là maintenant j'ai toutes les ressources, tout ce que je te disais tout à l'heure. Et je sais pas si effectivement l'hypervigilance s'est complètement, alors pas arrêtée, mais en tout cas elle s'est sentie soulagée. Et c'est vrai que ça change parce que ça fait quand même 2 ans et demi, presque 3, que, comme tu l'as dit si bien tout à l'heure, je suis aux aguets pas de la moindre chose, mais en tout cas de beaucoup de choses, de tout ce qui entoure la santé de Julie, d'un point de vue mental, physique, voilà. Enfin, t'as peur d'une rechute en fait. C'est que j'ai surtout peur de ça. Quand t'as vu la personne que t'aimes au plus mal, t'as peur de la rechute. Ouais. C'est flippant. C'est pour ça que parler de la dépression du postpartum, pour moi, c'est ultra important
D'abord parce qu'il faut expliquer, il faut généraliser, il faut voilà. C'est comme pour l'allaitement finalement. On est vraiment sur quelque chose. Alors on n'est pas là pour le banaliser. Là on est vraiment là pour dire ça existe. C'est là. Ça peut vous arriver puisque ça touche quand même un nombre extrêmement important. 20%. Voilà, de femmes tous les jours en France. Ce n'est pas à prendre à la légère. Parce que souvent, moi ça m'arrive, hein, j'ai des femmes qui font des dépressions du postpartum qui viennent me parler en privé sur Instagram où leur mari ne comprend absolument pas, ils ne sont pas du tout dans l'accompagnement, dans l'aide et tout ça. Alors, il y aurait un côté de moi qui a envie d'être révolté et de leur dire putain, vous êtes cons quoi les mecs, les mecs. Et d'un côté, je me dis, c'est tellement méconnu que on ne peut pas non plus en vouloir. Alors c'est vrai qu'après, il y a toujours le même problème, il y a les choses qui rentrent en compte, l'empathie, pas l'empathie. Mais après, de manière générale, la santé mentale est quelque chose d'assez tabou et c'est difficile. Mais la réalité, elle est que, avec les mots, c'est que à mon tour, j'ai pété un plomb en fait. J'ai pété un plomb. Alors ça n'a pas duré plusieurs années parce que comme ça a pu durer pour Julie. Non, là c'était très condensé en fait. En fait, c'était une période où il a fallu admettre ce qui s'était passé, assumer tout ce que j'ai pu faire, tout ce que j'ai pu apporter, et admettre une chose, et c'est ça la plus dure, je te le dirai tout à l'heure ce que c'est, et ça c'est d'admettre quelque chose, c'est ça qui a été le plus difficile dans ce parcours pour moi. Mais ce que je voulais dire, c'est que ça m'a retourné en fait. Je ne pensais pas vraiment en arriver là, à me dire, maintenant que c'est fini, mon corps, j'ai l'impression que tout me lâchait en fait, tu sais. Je veux me dire, j'ai tellement donné, et puis je veux pas être celui qui tire la couverture en disant ah bah voilà, si je suis malade maintenant, c'est à cause d'elle parce qu'elle a été malade. L'objectif, c'était pas du tout ça. Loin de là, et il en est aucunement question à aucun moment, même encore aujourd'hui. D'ailleurs, c'est le premier truc que j'ai dit à ma psychologue. J'ai dit mais je vous promets, moi je ne veux pas l'admettre parce que j'ai peur qu'on me dise que bah oui, ça y est, lui il est malade aussi à son tour, comme si ça suffisait pas d'en avoir une, toi. Mais je l'ai pas choisi en fait. Mais puis c'est pas sa faute à elle non plus. Et puis c'est pas de sa faute non plus à elle, c'est ça. Mais effectivement, c'est difficile. En plus, on sait que ça touche quand même peu d'hommes. Mais au final, je pense que c'est une forme de dépression d'avoir trop donné, enfin d'avoir donné en fait, et d'avoir donné sans jamais attendre le retour, sans jamais se poser la question de physiquement, mentalement ce que ça allait me coûter à moi. À aucun moment, en 3 ans, je me suis dit à un moment. Ouais, et moi. Et moi. T'as pas pris en compte tes besoins vitaux, toi. Et pas parce que pas parce que je n'avais pas envie, c'est que j'y ai pas pensé. À aucun moment, je me suis posé en me disant Frédéric, voilà, t'es moins bien. C'est comme aujourd'hui, quand je me vois faire une sieste, c'est parce que je suis vraiment fatigué. Parce que je dis, bon, ouais, c'est vrai, t'as raison, je devrais peut-être faire une sieste, je suis peut-être fatigué. Je me suis jamais posé la question. Et c'est ça qui me rend encore plus, en colère contre moi-même. C'est que je me dis, je me suis pas écouté, j'aurais peut-être dû, et en plus, en face de moi, j'avais quelqu'un qui pouvait comprendre, et qui m'aurait dit oui, et qui m'aurait dit, prends ton temps, parce que Julie n'est pas du tout dans le jugement, elle n'est pas du tout elle s'accapare pas quoi que ce soit, elle m'aurait même pas critiqué, ne serait-ce une seconde, mais dans ma tête, moi, c'était pas comme ça. Mais c'est pas elle, c'est toi. Mais non, c'est moi. Le problème, là, c'est moi. Le problème, c'est moi. Et ça, je l'ai pas vu venir. Est-ce que toi, tu l'aurais accepté? Et puis, surtout, est-ce que tu laissais l'espace à ça? Parce qu'en fait, tu vois, impossible de laisser l'espace. L'hypervigilance dont on parlait juste avant, c'est ça aussi. C'est que ton esprit est 100% dédié à une chose, t'assurer du bien-être de ta femme et du coup, t'assurer du bien-être de ta fille. C'est ça. C'est que c'est vraiment que du penser aux autres en fait. Et alors c'est pas, et comme je disais, là c'est vraiment un mode automatique, hein. C'est pas. Mais c'est le coup des réservoirs, enfin des. Ah ben là le réservoir, moi tu sais quand il y a des gens qui roulent alors qu'il reste encore plus que la barre touche le rouge. Ah ben moi j'ai roulé très longtemps avec le rouge en bas. À un moment la voiture elle tombe en panne de toute évidence. Oui, c'est ça. Mais tu vois c'est comme ce que je voulais dire, c'est tu sais tu peux pas remplir un verre d'eau avec une carafe vide. Ah bah non, c'est ça. Toi ta carafe elle était vide. Ah bah depuis longtemps. Et tu continuais à remplir et tu allais puiser dans des réserves qui n'existaient même plus, tu vois. Depuis très longtemps. Et puis si tu veux, il y a beaucoup de choses autour de tout ça. Parce qu'au final, alors on prend soin de ceux qu'on aime.
et on essaye d'entretenir ce qui se passe autour. C'est-à-dire, on essaye d'entretenir les relations amicales, on essaye d'entretenir les relations familiales, on essaye d'entretenir des relations professionnelles. Mais à un moment, tu peux pas tout gérer. Tu peux plus. Il y a un moment, tu peux plus. Et moi, je pouvais plus. Et je peux plus encore aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est même encore très compliqué pour moi, d'un point de vue amical, par exemple, de pouvoir accorder du temps. Ce que je faisais avant et que je ne fais plus. Parce que je peux pas. Et puis parce qu'en fait, c'est accorder du temps, oui, mais pas à ton détriment à toi. Ah bah oui, mais non, là, l'idée, c'est voilà, de comprendre tout ça, de l'admettre, c'est long. C'est très très long. Ah oui, et ça se résout pas en une séance et ça se résoudra pas tout de suite encore avec le temps. Il faudra du temps et il faudra accepter beaucoup de choses. En fait, tu vois, pourquoi j'ai voulu faire cet épisode, vraiment, parce que c'est important. Tu vois, on est là en train de dire ça, mais je veux en aucun cas, mais vraiment en aucun cas qu'on vienne blâmer les personnes malades de dépression. Ah, pas du tout. C'est vraiment pas le sujet. Vraiment, cet épisode, moi, j'ai envie qu'il serve de prévention aux aidants. C'est ça. Parce qu'en fait, être aidant, c'est un statut qu'on choisit pas. Non. C'est un statut qui nous tombe dessus et qui demande beaucoup. Mais en fait, ce n'est pas parce qu'on est aidant qu'on ne doit pas s'aider soi-même. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a un moment, c'est la même chose avec les enfants quand on dit, en fait, pour qu'un enfant aille bien, il faut que les parents aillent bien. En fait, c'est la même chose dans tous les cas de figure. Quand on vit avec une personne malade, si on veut être à 100% pour elle, on peut pas être à 100%, il faut pas être à 100% d'ailleurs, mais si on veut être au maximum pour cette personne-là, il faut qu'on aille bien et il faut aussi prendre soin de soi. C'est pour ça que l'entourage est important. C'est pour ça que le faire seul, c'est compliqué. Et parfois, on n'a pas le choix. Parfois, on n'a pas le choix. Ça j'entends vraiment et en fait moi je comprends ce que tu dis parce que je l'ai vécu aussi et en fait c'est quelque chose dont on ne parle pas assez. C'est que les aidants, c'est peut-être pas eux qui sont malades, mais ils ont un rôle extrêmement important à jouer dans la guérison des personnes malades et dans la portée du foyer, en tout cas dans le cas d'une dépression postpartum. Et le problème, c'est que la dépression postpartum, elle contrairement à la dépression classique, elle a une durée. C'est-à-dire que la dépression postpartum dure en moyenne 2 ans. C'est ça. Et quand c'est terminé, tu vois, tout à l'heure, tu disais, t'as vu, elle t'a dit, et c'est un peu, tu vois, comme tu parlais de Tour de France tout à l'heure, mais les gens qui arrivent à la ligne d'arrivée d'un marathon, parfois ils s'effondrent. Parfois ils ont les larmes qui coulent. Et en fait, c'est exactement la même chose. C'est tenir. Et quand tu vois la ligne d'arrivée, tu t'effondres. Et ben en fait, c'est un peu la même image. C'est ça. Alors que si tu avais pris le temps de passer au ravitaillement et de t'économiser un moment, tu t'effondres pas en fait à la ligne d'arrivée. Et toi, le problème, c'est que c'est pas ce qui s'est passé et donc tu t'es effondré. Pas du tout. Et puis alors, toujours cet esprit un peu où clairement, je m'en suis voulu. J'ai travaillé plusieurs années dans un gros service de soins palliatifs où clairement les aidants, enfin moi je les voyais tous les jours, ces gens qui accompagnent des malades qui ont des pathologies comme par exemple le cancer, des personnes en fin de vie, quoi. Mais des personnes en fin de vie, mais par exemple des fins de vie qui durent parfois des années. Moi j'ai des gens, parfois je prenais en charge des patients, ça faisait 10 ans qu'ils avaient un cancer, plus un cancer, plus 2 cancers, et puis il y avait toujours ces aidants, et c'est vrai que moi je disais toujours aux gens, et il y a une chose qui me surprenait beaucoup, c'est qu'une fois que le malade était parti, était décédé, il y avait c'est pas une forme, il y avait clairement un soulagement. Tu sais, ça y est, c'est fini. Alors, pour deux choses. La première, parce que déjà, ils ne voient plus la personne qu'ils aiment souffrir, ça c'est la première. Et la deuxième, parce que ils savent que ça y est, tout ce qu'ils ont donné, ils n'en donneront plus. En tout cas, plus autant. Et plus autant pour la personne qu'ils aiment. Et il y a ce soulagement, ce relâchement total. Tu sais, moi j'ai souvent cette sensation, et je pense qu'il y a plein de gens qui ont ça, et des fois on ne se l'accorde pas. Des fois, moi je rentre, je dis à Julie, ce soir je suis tellement fatigué, j'ai envie de chialer. Je te jure, j'ai envie de chialer. Je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment envie de chialer. Chiale un bon coup, je te promets, ça fait du bien. Et des fois, tu pleures sans avoir vraiment de trucs précis. Après, si, c'est ton corps qui parle, tu vois. Mais toi, toutes ces personnes que j'ai vues pendant des années donner, être épuisées physiquement, mentalement, parce qu'ils accompagnaient les gens. Et tu vois, moi, je pensais à ces gens-là parce que pour moi, mon quotidien, c'était ça. C'était les soins palliatifs, les gens qui décédaient, la mort. Mais je pensais pas que ça pouvait arriver à des aidants. Autre que la mort. Mais non, mais il y a des maladies qui tu vois, sont pas la mort. Et après un coup, je me suis mis à penser à
à toutes ces familles qui ont des enfants avec des handicaps, des gens dans ma situation qui accompagnent une personne qui fait une dépression du postpartum. Et au final, les aidants, c'est vaste, c'est très très vaste. En fait, ça peut être, c'est tout le monde en vrai. Et il y a une... Oui, bah, c'est tout le monde. C'est tout le monde. Et en fait, il y a une... Et je pense que ce qui réunit tous ces gens-là, c'est pas l'humanité. Non, non. À la limite, la résilience, mais c'est surtout c'est de se dire, ils donnent. Ils donnent, putain. Enfin, qu'est-ce qu'on peut donner? Qu'est-ce qu'on... Quelle est la quantité... ça peut pas se doser, tu vois. C'est pas un truc qui... On sait pas grammer, c'est pas millimétré, on sait pas. Mais putain, qu'est-ce que l'on donne sans se poser de questions? À aucun moment de... et nous et nous, ça sera quand? Nous, quand est-ce qu'on va prendre soin de nous? Jamais. À aucun moment, je me suis posé... Même encore aujourd'hui, je ne me pose pas la question. Même là, tu vois, je pourrais me dire, on parle de ça, il y a des gens qui vont nous écouter, ils vont se dire, ah, ça y est, le mec... Non, 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 non. Mais même aujourd'hui, réellement, je ne regrette à aucun moment tout ce que j'ai pu donner, tout ce que j'ai pu faire, toutes les décisions que j'ai dû prendre à sa place, tout ce que... Je ne regrette rien. Et si c'était à faire, je le referai. Mais par contre... Là, je serais conscient que malheureusement, vu que moi, à mon tour, j'ai craqué, faut faire attention à tout le monde. Mais tu le referais, oui. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on dit. Et vraiment, oui. C'est-à-dire qu'on ne reproche pas et on ne regrette jamais d'avoir pris soin de quelqu'un qu'on aime. Tu le referais, mais tu prendrais aussi soin de toi. Ah, mais bien sûr. Et en fait, c'est ça la grosse différence. Et c'est un peu le message de cet épisode de dire que, oui, accompagnons. Il faut absolument accompagner les personnes en dépression postpartum, mais 1000 fois. Mais il ne faut pas s'oublier non plus. Alors, pas au détriment de l'autre personne, jamais. Mais il faut aussi avoir des moments où, en fait, il faut... Mais pour ça, il faut apprendre à se connaître. Et ça, c'est autre chose. Hein. C'est pas simple. Et la thérapie l'aide, entre autres. Mais savoir ce qui est bon pour nous. Et de savoir que, oui, notre amoureux, notre amoureuse a besoin de nous. C'est vrai. Mais ils ont justement besoin de nous. Mais c'est ça. Et en fait, ils ont besoin de nous. Et donc, pour être là... pour être là debout et être là dans ton rôle, en fait, il faut aussi apprendre à faire des choses pour soi. Ça peut être 10 minutes de lecture, ça peut être peu importe ce qui vous fait du bien, mais d'avoir ce temps-là pour soi. C'est pas toujours simple, c'est pas toujours facile, d'autant plus qu'en fait, quand tu accompagnes une dépression postpartum, il y a aussi des enfants en bas âge et ça, ça prend énormément de place, énormément de temps, mais en fait, essayez de dire, juste essayez quoi, de prendre ce bouquin, on trouvera toujours une excuse en disant qu'on n'a pas le temps, en disant que c'est pas possible. En fait, la réalité, c'est que si c'est possible, si vous avez l'opportunité aujourd'hui d'écouter ce podcast, c'est que vous avez du temps. Si vous avez l'opportunité de passer 10 minutes à scroller sur Instagram, c'est qu'à un moment, vous avez du temps. On a un peu de temps. C'est nous qui décidons de ce qu'on en fait. On voit pas forcément, c'est pas un jugement, quoi que ce soit. Vraiment, on commence à me connaître maintenant, c'est vraiment pas mon genre. Mais du coup, il faut absolument essayer de se préserver et garder ce temps-là parce que la décompensation est réelle, la dépression postpartum des pères est réelle, c'est 10% des hommes. C'est ça. 10% des hommes et encore plus à risque, j'ai pas le chiffre pour le coup, mais quand la mère a fait une dépression du postpartum. Donc il faut faire hyper gaffe à ça. C'est ça, il y a besoin... C'est pour ça que ça me dérange pas de prendre la parole sur ce sujet-là, même si ça reste un sujet sensible, comme beaucoup de sujets, mais... vu que je travaille dessus, c'est l'avantage, c'est que je ne m'effondre pas en larmes quand j'aurais pu le faire il y a quelques mois. Mais l'accumulation de tout ça amène à quelque chose d'horrible, parce que pour moi c'est horrible, et c'est ça qu'il a fallu que j'admette, et que tout à l'heure je voulais attendre pour te le dire, c'est qu'il y a une chose à laquelle j'étais confronté, et ça c'est un sentiment, une émotion que l'on pense connaître, mais celle-ci, elle était bien enfouie en moi, c'est la colère. J'étais dans une colère monstrueuse, surdimensionnée, pas contre mon épouse, mais contre sa putain de dépression du postpartum. C'est ça. Et toute cette colère, en fait, elle rejaillit parce que voilà, dans ta tête, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça y est, tu peux enfin lâcher la pression. Et là, au final, elle remonte. Mais elle remonte, c'est violent. C'est violent. Mais je me suis dit, mais je suis en colère, mais je peux pas lui dire que j'étais en colère contre elle. Parce que si je lui dis que ça m'a mis en colère et que je suis en colère et que si aujourd'hui j'en suis arrivé là, c'est pas de sa faute, mais c'est de la faute de sa dépression du postpartum. Enfin, comment amener les choses ? Comment dire à son conjoint,
j'en suis arrivé là à cause de ça, mais c'est pas tu n'y es pour rien. Il y a vraiment un sentiment de culpabilité qui est immense. Et moi, il m'a fallu beaucoup de temps. Je crois, je ne vais pas te mentir, entre le temps où, un jour, ma psychologue m'a dit il faudra admettre un jour que vous êtes en colère. Et le jour où j'ai dit à Julie, où ça a explosé. Ça a explosé, alors pas explosé physiquement, ça a explosé en moi, donc c'est sorti. Le mot est sorti, juste le mot colère. Il a dû se passer peut-être 6 mois, je pense, quelque chose comme ça. Et c'est pas parce que je cherchais mes mots, hein, c'est parce que j'étais pas prêt. Pas prêt à l'admettre, pas prêt à admettre que je pouvais être en colère face à la personne que j'aime et que je respecte et que j'ai accompagnée et que pour moi elle n'était pas légitime cette colère-là. Là. Et pourtant elle y était bien, ouh là là, elle était bien là et on pouvait pas et je pouvais pas passer à côté, tu vois. Et alors moi il y a un petit rituel que je me laisse et que je fais, c'est que quand je vais voir ma psychologue, en revenant, j'aime bien débriefer, raconter à Julie. Il y a des gens qui ne racontent pas à leur conjoint. Moi, j'aime bien lui raconter parce que y a un petit côté deuxième sas, tu vois, de décompression. Et un jour, ce fameux jour où elle m'a dit vous devrez admettre un jour, et donc je lui ai dit. Et le pire, c'est que elle, Julie, me regarde droit dans les yeux avec ses yeux remplis d'amour et elle me dit elle a raison. Elle a raison. Bien sûr que tu es en colère. Mais tu peux me le dire et je le prendrai pas mal. Et là, tu pourrais te dire ah bon, ah bah ça va alors. Bon bah écoute, je suis en colère. Mais ça se passe pas comme ça. Non, parce qu'en fait, ton inconscient a C'est peur ça. que si tu lui dis que tu es en colère à cause de sa dépression postpartum, que ça recommence. C'est exactement ça. Et pourquoi Julie t'a dit ça et l'a compris? Parce que Julie, grâce à sa dépression du postpartum, a fait un travail. Et elle a pu analyser les émotions, et elle a pu faire le tri, et elle a pu avoir cette connaissance d'elle-même et de pouvoir identifier les émotions sans les relier à sa personne et faire vraiment la part des choses. Ce que toi, tu n'avais pas encore appris à faire. C'est ça. C'est ça, bah oui. Donc c'est vrai que voilà, d'admettre cette colère, qu'elle sorte, ça a pris du temps. Et un jour, c'est sorti. Un jour, je lui ai dit, j'ai fait... je suis en colère. En fait, voilà, j'ai de la colère. Alors, en règle générale, tu sais, c'est quand ça sort, tout passe par la colère. C'est-à-dire que ta plus grosse colère qui est pour cette maladie, il y a aussi la colère parce que tu t'es fait griller à un feu et parce que tu t'es fait contrôler par les flics, parce que, je sais pas... Parce que tu as dépensé 5 € de plus sur tes chaussures. C'est ça. Et puis, je sais pas, enfin... Il y a tout qui ressort, tu vois, genre j'ai été prendre un drive chez McDo, les frites étaient froides, tout ressort, tu sais pas pourquoi. Mais c'est comme ça, ce jour-là, t'es en colère, point final. Et ça sort. Et là, ce jour-là, tu comprends que l'accumulation n'a rien de bon pour n'importe quel sujet dans un couple. Et qu'il est bon de régulièrement discuter, parler, échanger et pas attendre justement de cette espèce voilà, il n'y a pas de rancœur, mais c'est de l'accumulation de petits trucs. Autant se le dire tout de suite. C'est dit une bonne fois pour toutes. C'est vrai qu'on revoit beaucoup les choses. Hein. C'est tout. Regarde. Comme quoi, je te mens pas. Regarde. Tu vois, on a acheté ça. 5 balles sur Amazon. Ça a l'air très cool. Ouais, c'est tout con. Attends, on dit ce que c'est parce que c'est vrai que c'est un podcast. Je vais le dire, oui, c'est un podcast. Écoutez, ne regardez pas la vidéo, messieurs, dames, il n'y en a pas. Non, c'est un jeu de société. C'est un truc tout con, c'est un jeu de cartes. J'ai acheté ça. Enfin, c'est Julie qui a acheté ça, 5 € sur Amazon, je crois. Ça s'appelle Social, les petites questions, des grandes discussions. Il y a plusieurs thèmes. Il y a les expériences, les émotions, les projets, la sexualité et les inspirations. C'est une édition couple. Ouais, une édition couple, c'est ça. En clair, il y a des questions. Ton conjoint prend une carte, il te la donne à toi. Il te pose la question et après c'est aller-retour. Tu vois, comme ça tu vas prendre une photo. Je prends en photo voilà, en même temps. Tu vois. Et ben ça c'est tout con, mais ça apporte des sujets de conversation, pas qu'on n'aurait pas eu, mais qu'on peut aborder et c'est beaucoup plus serein et beaucoup plus sain. Tu vois. C'est vrai que pour le coup il y a une plus grande sérénité dans notre couple, même si on est comme les autres et qu'il y a des fois on s'engueule. Mais il y a beaucoup plus de sérénité, on se sent mieux et maintenant, c'est vrai qu'on est plus dans... on admet. Ouais. On admet qu'on s'est énervé pour rien. On admet qu'on a tort. Ça, c'est peut-être le truc le plus difficile, je pense, pour n'importe qui d'ailleurs.
Mais voilà, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai envie de te dire, tout ce qui s'est passé et tout ce qui se passe encore, ça ne fait que nous faire grandir. On est, comme je dis souvent avec Julie, on est passé par des étapes que d'autres couples ne connaîtront peut-être jamais. Je le souhaite à personne, hein, bien sûr. Mais nous, on est passé par là. C'est notre histoire, c'est notre identité. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, pour moi, la dépression du postpartum, on n'en guérit pas. J'avais abordé le sujet, je me souviens très bien, avec Chloé. Et puis, le mal de mer. Et Élise. Et c'est vrai que. Maman Blues. Avec Maman Blues. Et je leur avais dit, j'ai ce sentiment que de toute façon, je vivrai toute ma vie avec. Parce que ça fait partie de moi, ça fait partie d'elle, ça fait partie de nous. Et ça nous servira, même si ça nous a rendus très malheureux, très tristes, ça nous servira toujours les moments où justement on sera moins bien en se disant attends, 30 secondes, tu te souviens ? Ok, donc c'est bon, on peut passer à autre chose. C'est pas grave, on a cassé la voiture, c'est pas grave, on a la machine à laver qui nous a lâché 2 semaines avant Noël, c'est pas grave, je te jure, il y a plus grave. Et tu vois, tout ça, en fait, moi je m'en sers comme une force. Je suis convaincu que tous les deux, même si des fois on se le dit pas, même si on se le dit, on s'est déjà dit avec Julie, que c'est notre histoire, qu'il y a plein de gens qui la comprendront pas, il y a plein de gens qui n'ont pas essayé à la comprendre. On n'en veut à personne, voilà, c'est comme ça. C'est nous, voilà, c'est à prendre ou à laisser, mais en tout cas, nous, on la vit, on l'a vécu et c'est comme ça. Ouais. Mais tu sais, alors moi je pense que pour le coup, c'est pas qu'on guérit pas de la dépression postpartum, c'est que les séquelles resteront pour la vie. Ah bah c'est sûr. On en guérit de la dépression postpartum, bien sûr. On en guérit, Oui. parce qu'on n'est pas malheureux toute sa life. Non. Mais il y a des séquelles qui restent. C'est indéniable. Après, c'est parce que vous êtes allé... Enfin, il a fallu une dépression, il a fallu un burn-out pour aller chercher les réponses en soi, pour aller consulter quelqu'un. En fait, on n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout. Et c'est pour ça que pour moi, l'accompagnement et parler et suivre des thérapies, même quand on a l'impression que tout va bien, à mon sens, il ne faut pas attendre d'aller mal pour consulter. C'est ça. Parce que je trouve qu'en France, particulièrement, on a une vision du médical en général de curatif et pas de préventif. C'est ça. Et c'est problématique. Parce qu'il ne faut pas attendre d'être malade pour aller chez le médecin et faire son check-up, en fait. C'est ça. C'est pas quand c'est trop tard qu'il faut aller... Ah bah non. Alors que c'est dans la prévention, dans l'alimentation, par exemple. Bien se nourrir, ça permet de rester en bonne santé. C'est pas quand on a telle ou telle maladie qu'il faut commencer à bien se nourrir. C'est pas quand on a un cancer qu'on arrête de fumer. Tu vois, il y a plein de choses comme ça qui font que... on attend beaucoup le moment où on va pas bien pour prendre les choses en main et pour trouver des solutions, alors qu'en fait on peut le faire en amont. C'est pour ça que moi je pense qu'il est important de se faire accompagner, d'aller voir quelqu'un, d'aller voir un thérapeute, quelle que soit sa spécialité, en fonction de vos besoins, pour apprendre avant tout à se connaître, pour pouvoir réagir dans les situations de couple. On parle d'échange dans les relations, pour pouvoir être au mieux avec soi-même et avec l'autre aussi. Parce qu'en fait, si tu parles pas et... Enfin, tu vois, tu parlais de la colère tout à l'heure. Moi, je pense que la colère, c'est légitime. Et on a le droit d'être en colère. On apprend à nos enfants à exprimer leurs émotions. Pourquoi on ne le fait pas avec nous-mêmes ? Être en colère contre son conjoint, ça ne veut pas dire ne plus l'aimer. Ah bah non. Ça ne veut pas dire casser quelque chose. Et parfois, je pense qu'on fait un peu l'amalgame de ça. Ouais. De dire, mais en fait, je ne peux pas lui dire ça. Je ne peux pas être en colère avec lui parce qu'il va croire que je ne l'aime plus ou il ne va plus m'aimer si je suis moi. Ouais. Si c'est vrai, alors c'est que ce n'est pas la personne avec qui vous devez être. C'est ça. Je pense que c'est ça. Voilà, c'est la réalité, c'est ça. Ouais. C'est pas la... Si l'amour est conditionnel, si l'amour est à une condition de tel comportement, alors attention, je parle pas de violence et machin, ça évidemment c'est une condition essentielle. Si l'amour que vous porte votre conjoint ou votre conjointe a cette condition de ne pas pouvoir être soi-même, de ne pas pouvoir exprimer ses sentiments, de ne pas pouvoir dire ce qu'on ressent et de ne pas pouvoir exprimer sa colère quand elle est là, parce qu'elle est toujours légitime si elle est là, alors c'est que la relation soit n'est pas adaptée, soit est malade et soit il faut faire quelque chose en fait. Ouais. Parce que c'est pas normal. Une relation de couple, une relation parentale, une relation amicale est saine quand on peut être à 100% soi. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a un problème quelque part et qu'il faut le régler, ce problème-là. C'est sûr. Et aussi, autre point important, on ne peut pas changer l'autre. Non. Quoi qu'il en soit, même si on n'est pas d'accord avec son comportement, on ne peut pas
changer l'autre. Le changement est interne. On peut se changer soi. On peut faire des choses pour soi. On peut décider d'aller voir un psy, on peut décider d'aller faire du sport, on peut décider de faire quoi que ce soit. C'est nous qui décidons. On ne pourra jamais, si notre conjoint par exemple est fermé à la thérapie, est fermé au travail sur soi, on ne pourra jamais le faire changer d'avis. Si notre conjoint n'a pas envie de faire du sport, on ne pourra jamais le faire du sport. En fait, je parle de conjoint, mais ça peut être n'importe qui. On ne peut pas changer la personne en face de soi, et si on attend de la personne qu'elle change, alors on sera forcément déçu. Parce que c'est une attente qui ne sera jamais comblée. Ouais, c'est ça. On peut accepter une personne telle qu'elle est, avec ses défauts, en fait, avec ses qualités aussi, et avec son entièreté. Ça ne veut pas dire qu'on l'aime moins ou pas, c'est juste que de toute façon, on a tous des défauts. Enfin, je veux dire, personne n'est parfait. Et aimer vraiment quelqu'un, ça va être prendre en compte toute cette sphère-là. Bien sûr. Et c'est dans l'échange qu'on apprend aussi à faire avec ces sphères-là, à faire avec ses failles, à faire avec ses colères et ses façons de s'exprimer. Jamais dans la violence. Il y a des choses qui sont intolérables. Mais si on n'est pas à 100% soi, si on a peur des réactions de l'autre, alors c'est qu'on n'est peut-être pas au bon endroit. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que... J'ai un bug, j'ai bugué. Moi, j'aime bien quand tu bugs. Non, parce que je buvais tes paroles, je trouvais ça tellement juste, et c'est que et que c'est bon. Tu sais, des fois j'ai des réactions un peu comment dire, un peu fortes, que je garde pour moi, que je ne dis pas aux autres, mais que je garde pour moi. Quand des fois j'entends des mères parler de ce qui se passe chez eux, tu vois, c'est vrai que... Alors après, je tends pas le bâton pour faire battre les autres, mais quand je vois que des vidéos que je fais sur Instagram et qu'il y a comme une des dernières où voilà, j'explique que le papa c'est pas une babysitter, et tu vois, des choses comme ça, et que je sens qu'il y a des mères derrière qui écrivent des commentaires et qui sont très forts parce qu'il y a beaucoup de colère, et que je pense que leur colère elle est un petit peu déversée dans les commentaires. Je le prends pas du tout mal, mais moi ma réaction quand je vois ça, j'ai envie de leur dire mais barrez-vous. Mais c'est pas si simple. Mais c'est pas si simple que ça, tu vois. Et c'est ça le truc, c'est ça la difficulté, tu vois, c'est ça la difficulté. C'est pour ça que c'est difficile de donner des conseils. Moi, comme je dis souvent, il y a encore pas longtemps, il y a un journaliste qui me dit quels sont vos meilleurs conseils. Mais j'ai pas de conseils en fait. Je vous raconte juste limite ce qui se passe dans ma vie et comment moi, après vous en faites ce que vous voulez. Mais il n'y a pas de conseils vraiment. Il y a pas de surtout sur de la relation de couple. Moi, je suis pas thérapeute. Et puis en plus, les thérapeutes, je suis sûr qu'il y en a, ils sont même pas d'accord entre eux. Donc non, puis juste il y a pas de bonne. Dire juste barrez-vous. Ouais. C'est vraiment pas si simple que non, ça. c'est pas si simple que ça. Parce qu'il y a tellement de choses qui rentrent en compte. Il y a les sentiments amoureux, il y a la famille, il y a la vie financière. Évidemment. Il y a tout qui rentre en compte. C'est ça, tu vois. Et tout ça, je l'apprends avec le temps. 2, je t'avoue que les derniers événements ont fait... le fait de me retrouver dans cette situation-là ont fait aussi évoluer ma parole, ma manière de voir les choses. Je dis pas qu'avant, il y a des choses que... Comment dire ? Tu vois, s'il y a une chose que j'ai appris pendant la DPP de Julie, même encore aujourd'hui, c'est on peut se dire je t'aime autrement qu'en se disant je t'aime, et que des fois on a l'impression que notre conjoint ne voit pas nos efforts ou ce que l'on met en place, et que c'est complètement faux parce qu'en fait il le voit, il ou elle le voit, et que rien n'est vain et que rien ne sert à rien en fait. C'est pas inutile. Il n'y a pas de situation irréversible aussi, j'ai envie de te dire. Ouais, c'est ça. Tu vois, là on disait justement dire barrez-vous, en fait non, parce que tu peux pas dire ça à quelqu'un parce que tu ne connais non, jamais. Puis je perdrais mon audience alors c'est. Non, puis même, on connaît pas à 100% ce qui se passe chez les gens. Tu sais, moi, ça. Pendant le burn-out de mon mec, on m'a dit barre-toi, parce que ce que je vivais au quotidien était difficile, et parce qu'en fait les personnes qui m'ont dit ça avaient aucune idée vraiment de ce que c'était le burn-out déjà premièrement, de ce que ça voulait dire en termes de santé mentale, en termes de santé tout court, et des spécificités du burn-out. Et donc voyez, avec leur prisme à eux de potentiellement ce que lui vit, il le fait volontairement et il fait pas d'efforts, et donc c'est à moi je devrais partir parce que je n'ai pas à subir ça. Donc en fait, j'aurais pu entendre les barrez-vous, sauf que moi je savais au fond de moi. C'est ça. Je savais au fond de moi de ce que ça voulait dire, et que non, je ne veux pas me barrer parce que plein de raisons. Oui, c'était dur. Oui, il y avait des situations que j'avais pas envie de vivre. Mais non, je me barre pas parce que cette personne-là, premièrement, je l'aime. C'est ça. Deuxièmement, c'est le papa de ma fille. Et c'est pas une raison pour rester. Non, mais c'est une personne malade.
Je vois ce que tu veux dire. Et en fait, c'est pas juste barrez-vous. Et puis tu, La solution, elle n'est pas là, et en puis fait. tu la connais, la personne en face de toi. Oui. Tu sais que toi, tu vas pouvoir apporter quelque chose que personne d'autre ne pourra apporter. S'il y a bien un truc que j'ai appris dans tout ça, moi, c'est que Julie, ce qu'elle m'apporte, ou moi, ce que j'ai apporté à Julie, personne d'autre aurait pu me l'apporter. J'aime beaucoup ma famille, il n'y a aucun problème là-dessus. J'ai eu beaucoup de soutien, j'ai pu en parler autant avec mes parents qu'avec mon frère, mais à aucun moment, même si je les aime profondément, ils ont pu m'apporter, et c'est pas de leur faute et je leur jette pas la pierre, ce que Julie a pu m'apporter, ce qu'elle m'apporte encore aujourd'hui. Tu vois, il y a quelque chose. Mais vous faites famille, en fait. Hein avec Julie. En fait, le truc, c'est Oui. que oui, t'as ta famille, tes parents, tout ce que ça, ta famille presque d'avant, et il y a la famille que tu crées. C'est ça, Et ça que je voulais te dire. vraiment autre chose. C'est ça que je voulais te dire. Tu sais, quand le terme famille, alors c'est vrai que c'est propre à chacun finalement. C'est un peu comme l'amitié. Mais c'est vrai que je dis souvent à Julie, on est bien en famille quand nous sommes que tous les quatre dans la même pièce avec les chats. Oui, parce qu'ils font Les partie chattes. de la famille. Exactement. Parce qu'il n'y a que des filles dans cette maison. Je suis le seul garçon. Les 2 chats, ce sont des chattes. J'ai et ma femme et mes 2 filles. Je suis le seul homme à bord. Non, mais c'est ma famille, c'est celle-ci. Tu vois, c'est ça ma famille. Ne le prenez pas mal, papa, maman, ni mon frère, parce que je les aime profondément, mais ça n'a strictement rien à voir. Et eux, à un moment, ils ont fait famille. En vous créant vous. Mais c'est ça. Et en fait, c'est parce que j'ai voyé une vidéo en scrollant sur TikTok de quelqu'un qui a un monsieur, je sais plus son nom, mais je trouvais son propos hyper intéressant, qui avait genre peut-être une 50aine d'années, justement, qui vivait le truc de ses enfants sont grands et ses enfants vont se marient et tout ça et font leur vie. Et il disait justement à des parents donc d'enfants adultes que quand les enfants partent, rencontrent quelqu'un, se marient, tout ça, on ne peut pas dire on accueille un nouveau membre dans la famille. Non, c'est pas qu'on accueille un nouveau membre dans sa famille, c'est que notre enfant part pour construire sa propre famille. C'est exactement ça. Et en fait, parce qu'en fait, on ne fait pas des enfants pour soi, on ne fait pas des enfants pour les garder toute la vie. On a, nous, notre vision de parents d'enfants jeunes parce que c'est des enfants. Mais demain, quand ils seront adultes, et après on pourra réavoir cette conversation dans 15 ans si tu veux, parce que je pense que quand on le vivra, on aura aussi un autre discours, mais de ce point de vue de nous en tant qu'enfants qui sommes partis et qui avons fait famille, et de nos enfants en face de nous, de dire un jour ils partiront et ils feront famille, quelle que soit leur famille, d'ailleurs, avec ou sans enfants, peu importe en fait, ils partiront pour vivre leur vie. On sera toujours leur famille dans un sens, et eux seront toujours ce qui est le plus important pour nous. Ça. Par contre, il faut peut-être accepter qu'un jour, on ne soit plus ce qui est le plus important pour eux. C'est ça que finalement qui est peut-être qui est le plus difficile. Alors je dirais plus pour nos parents, parce que moi je me fais presque déjà à l'idée, tu vois. Déjà, ouais, mais parce qu'on le vit pas, je pense. Parce que voilà, c'est ça, on le vit pas. Rosalie m'a dit hier, exactement, là où tu es assise, elle me dit ah mais moi de toute façon je vivrai toute ma vie avec vous. Ah bah tu sais que moi ma fille me dit l'inverse. Et alors et donc je lui dis, je fais d'abord tu feras ce que tu veux. Après je me suis tourné vers ma femme, je lui fais c'est quoi le féminin de Tanguy exactement, bref voilà. Et puis après je lui ai répondu quelque chose, je lui fais je lui ai pas dit je te le souhaite pas, mais presque en fait. Je lui ai dit mais non je te le souhaite pas. Je te souhaite d'aller découvrir le monde, de faire tes découvertes, faire tes erreurs. Parce que, comme je lui dis souvent, ma fille, je lui demande jamais si à l'école elle a appris des choses. Je lui demande si elle a fait des erreurs. Je dois être le seul père qui doit le faire ça, mais bon, c'est pas très grave. Avec ma femme, on dit ça. Est-ce que tu as fait des erreurs? Et au finalement, on apprend beaucoup plus de choses en lui demandant si elle a fait des erreurs. Qu'est-ce qu'elle en a tiré? Comment elle a pu changer les choses ou le faire à sa manière différemment pour réussir? Et encore, la réussite, c'est selon elle et son niveau et comment elle le voit. Mais non, c'est ça. Quand elle m'a dit, dis-moi, je resterai ici toute ma vie. Oui, je sais pas. Tu sais que moi, ma fille me dit complètement l'inverse. C'est vrai? Hier. Elle a un gratte alors. Non, pas du tout, je pense pas. Mais vraiment, elle a déjà compris que tu étais hier, chiante. Alors non, je suis pas une maman chiante, je pense pas. Et elle m'aime vraiment profondément. En revanche, il y a vraiment un truc de hier, mais vraiment hier dans le lit. Elle nous dit... non mais de toute façon moi plus tard je vais vivre, alors ça va parler aux Lillois, mais plus tard je vais vivre à Marc-en-Barœul avec Jade, c'est son amoureuse BFF, et je dis ah ouais, ah ok, mais ça fait longtemps qu'elle nous dit ça, et je lui dis mais tu vas partir vers quel âge, t'as une idée un petit peu? Elle fait oh je pense 18 ans. Je pense 18 ans. J'adore. Je fais ah ok, mais je fais mais du coup tu pars mais on se revoit un peu. Elle fait oui on se rend visite, tu sais, genre elle a bien conscience que sa nouvelle famille ça sera ça, et nous on sera là, genre ça sera sympa de boire le café avec nous quoi. Et en fait
je trouve ça un peu chouette oui. qu'elle est déjà plus tard. Bon, après, on parle de quelque chose qui va arriver dans. Oui. Alors, du coup, ce que je disais à Alexis, je fais bon, bah, il nous reste 12 ans. C'est ça, il te reste 12 ans, ça va. On a fait un tiers. Ouais, et, voilà. et quand il pense, je fais ah ouais, on a déjà Tu fait fais un un tiers. tiers, c'est ça. Ouais. Ok, tout C'est va bon. bien. Mais de dire, en fait, ben, il y aura pour nous, en tant que couple, si on est encore en couple, en tant que personne, une vie après aussi. C'est ça. Il y aura une vie après pour nous. Là, on est parents de jeunes enfants, on sera parents d'adolescents, voilà. Et il y aura un après. Et l'après, ce sera encore autre chose. Et ce sera un retour peut-être à une vie de couple plus exclusive. C'est ça. Et on n'en sait rien de ce que ce sera en fait. Mais pour elle aussi, comme nous en tant que personne, on a notre vie d'enfance, on a notre adolescence, notre vie de jeune adulte et notre vie aujourd'hui de parents. Et ben en fait, c'est la même chose pour eux. Et d'avoir ce détachement, je pense que c'est important. Ah bah oui. Je pense que c'est important et on est parti encore en digression, mais pourquoi on dit ça ? Parce que oui, notre famille, celle qu'on a créée, ben c'est notre famille. C'est ça. Et c'est pas, je sais pas, il y a une espèce de chose qui est complètement naturelle. Enfin moi, là parce qu'on parle de moi, mais je sais pas, je me suis mis, à me dire quel est l'essentiel, qu'est-ce que nous avons besoin à ce moment-là, qu'est-ce qu'on n'a pas besoin. Aussi, parce qu'il y a des choses où il faut se séparer. C'est pour que la montgolfière puisse s'envoler, il faut lâcher du lest. Il y a des fois, il y a des gens qui ne sont pas du tout moteurs dans tout ça, il faut s'en séparer. C'est un choix, c'est une décision. Ça se fait des fois naturellement, des fois ça se fait pas naturellement. Mais effectivement, après, voilà, c'est ce que je disais. Pour moi, c'est tout ce qu'on a vécu, ça fera partie de notre vie. On va vivre d'autres choses. Mais j'aimerais vraiment le dire, c'est que oui, c'est une chose qui est difficile, c'est une chose qui est très très compliquée à vivre, la dépression du postpartum, mais on s'en sort. Comme tu disais tout à l'heure, c'est l'avantage. Si on en trouvait un avantage, écoutez messieurs dames, promotion exceptionnelle sur une dépression achetée, une deuxième dépression offerte. Non, c'est surtout de se dire, on s'en sort. Et aujourd'hui, on essaye de trouver du positif dans tout ça et de ce qu'on a pu créer, de ce que ça a renforcé en nous, parce que ça a renforcé des choses en nous. Et puis aussi, de ce que là, l'exemple, c'est qu'est-ce que j'ai besoin maintenant pour moi, qu'est-ce que j'ai besoin pour ma famille, et surtout, qu'est-ce que j'ai absolument plus besoin. Il y a des choses, je n'ai plus besoin. Je vais te donner un exemple très concret. Il y a 2 jours, j'ai échangé avec un journaliste d'un média dont je ne tairai le nom, qui a été extrêmement malveillant avec moi. Et c'est bien dommage parce que si j'avais été jusqu'au bout du processus avec lui, là je vais faire mon influenceur, j'aurais gagné en termes de visibilité. Je ne vais pas te mentir. Mais à un moment, je me suis dit, Fredo, tu as besoin de quoi là tout de suite là ? Tu as besoin de la visibilité parce que tu es créateur de contenu, ou tu as juste besoin, de te faire respecter, et finalement de ne pas accepter le projet, et de t'écouter toi et de te dire, voilà, là tu t'es écouté. Là tu t'es écouté, tu t'es dit, c'est bon, lui, il va pas venir me casser les testicules, parce que moi, j'ai mon vécu, il a le sien, mais moi tout de suite, dans l'état actuel des choses, ça j'accepte pas. J'aurais peut-être accepté il y a encore quelques mois, quelques années. Aujourd'hui, j'accepte pas parce que j'ai mes besoins et moi aussi j'ai besoin qu'on respecte mes besoins, et que même si je lui ai expliqué en long, en large, en travers quelles étaient mes difficultés actuellement, il n'a pas voulu les entendre. C'est pas un problème, t'inquiète pas. Mais moi, je vis en conscience que je sais maintenant, grâce à tout ça, ce que j'ai besoin et ce que j'ai pas besoin. Et j'y travaille encore aujourd'hui parce que encore après-demain j'ai rendez-vous avec ma psy et j'aurai encore besoin d'un rendez-vous avec ma psy après encore un autre jour parce qu'on aborde déjà plein de sujets et il y a encore 2 choses diverses et variées. Ah, puis quand tu as clôturé un chapitre, c'est marrant, il y en a un autre qui s'ouvre. Ouais, je pense que je veux pas, je sais pas si tu as une communauté de psychologues qui t'écoutent. Je pense que clairement il y a un complot. Parce que alors il y a un complot et je pense qu'il y a un lobby parce que dès que tu penses, tu dis ça y est, c'est fini, et là elle te dit et vos parents, et elle dit oh putain merde, mais non on avait dit pas les parents, on avait dit on touche pas la maman. Tu vois c'est des choses comme ça. Je le dis souvent, ils ont cette capacité. Les psychologues, c'est des gens, ils t'enlèvent du papier peint, tu vois, tu es dans une maison, ils veulent rénover, ils enlèvent le papier peint. Ces cons là, moi je les adore, hein. Mais ils grattent tellement qu'ils enlèvent le plâtre derrière. Et tu te dis,
Ah bah putain, mais j'ai de tout refaire. Mais en même temps. Mais heureusement. Mais en même temps, je vais un peu te contredire parce que Vas-y. moi, j'ai vécu Parce que tu vois, pendant ma grossesse, et les 9 mois de grossesse et 9 mois après la naissance d'Alice, j'étais en thérapie. Et en fait, moi, j'ai ressenti ce truc de j'en ai plus besoin. Ouais. Et je te jure qu'il existe. Alors, mais pourtant, aujourd'hui, je fais une thérapie autre pour un autre besoin. Mais en tout cas, à cet instant-là, à ce moment-là, 9 mois postpartum, j'ai eu ce truc de ça y est, ce chapitre-là, il est clos. Et c'était vrai. Ce chapitre-là, avec cette thérapeute-là et ce qu'on a abordé, c'était clos. Et au point où j'en ai oublié un rendez-vous. Chose que je sais qu'aujourd'hui, dans la thérapie que je suis, pour un autre chapitre, pour une autre raison, n'arriverait pas. Donc, il y a aussi quand même, parce que on va pas faire peur aux gens non plus, on peut aussi ressentir ce truc de là, ça y est. Et heureusement, et puis parfois, il y a juste... En fait, les événements de la vie te font peut-être parfois reconsulter parce qu'il s'est passé d'autres choses. Et puis, je veux dire, la vie, on ne termine pas un travail, ou alors le jour de notre mort, peut-être. Mais sinon, ça ne s'arrête jamais. Non, mais je plaisantais, mais c'est vrai que, tu vois, moi, il y a une partie où c'est vrai que j'ai abordé d'autres sujets pendant la thérapie, où aujourd'hui, je me dis, ok, ça c'est bon, c'est réglé. Et c'est vrai que pour de vrai, c'est vraiment réglé. Et moi, je me sens en paix avec ces choses-là et tout ça. Mais ma psy n'a pas fait exprès de gratter pour aller voir plus loin. Elle n'a pas eu besoin. C'est ça l'avantage. C'est surtout que, voilà, tu dis les psys en vrai. Non. Les psys, en soi, ils vont pas gratter. C'est toi. Ils sont là mais pour te tendre juste... Écoutez, pointer, les psys pointer. Non, mais ils pointent à un moment quelque chose qui est là, mais ils vont rien chercher. C'est toi qui donnes tout. C'est toi qui fais le travail. C'est pas le psy. Clairement, c'est sûr. Non, je veux pas du tout me faire alpaguer par les psys. J'ai déjà eu une ruée de psy une fois pour un sujet, donc non, c'est bon, ça suffit. Je vous aime beaucoup, je vous apprécie, je suis. Non, puis surtout, c'est tellement nécessaire. C'est tellement nécessaire, c'est ça. C'est ça le. C'est ça qu'il faut faire passer comme message, c'est que d'abord il n'y a pas de honte à aller voir. D'ailleurs, c'est ce qui freine les gens des fois d'aller voir une psychologue, c'est juste le fait de dire je vais voir une psychologue. Et c'est vrai que je vois quelqu'un. On n'ose même pas dire le mot. Je me fais suivre. C'est qui qui faisait un sketch comme ça? Je me fais suivre. C'est pas Danny Boone. Je crois que c'était ou Gad Elmaleh, tu vois. Je me fais suivre. Gad Elmaleh. J'ai envie de te dire, mon gars, si tu sens dans la vie que tu te fais suivre, faut aller voir une psy, tu vois. C'est ça. C'est ça. Non, mais l'idée c'est ça. Mais je pense que ils sont là pour te faire travailler sur toi-même presque sans rien dire. C'est ça qui est un petit peu magique, tu vois, quand même. Tu te dis finalement, je me serais mis dans mon canapé, je me serais fait un chèque à moi-même. Non. C'est parce que tu connais pas la personne et ils te font poser les bonnes questions. Mais c'est ça qui est extraordinaire. Et c'est ça que je disais tout à l'heure. Moi, pendant des années, je disais à des patients en psychiatrie, écoutez, je pense que oui, il y a une partie curative, que tu disais très bien, et c'était juste, qui doit être là et qui certainement vous aidera et sera un soutien, un pivot, un étai, mais il y a une autre partie à laquelle le médicament ne résoudra rien. Ça, c'est la réalité. D'ailleurs, c'est pour ça que la plupart des dépressions du postpartum, les gens vont voir un psychiatre parce qu'il y a un besoin curatif, mais... C'est une béquille pour aller faire le travail. Exactement. Parce que le boulot derrière, c'est pas... le médicament ne fera strictement rien. Il jouera sur votre humeur, il jouera sur beaucoup de sujets, mais pas sur... Mais il réglera rien. C'est ça le truc. En fait, le médicament, et c'est drôle parce que tu vois, on en parle, et toi tu es... Alors, c'est marrant parce que je ne les ai pas enregistrés dans l'ordre, mais tu es le premier épisode de la capsule, mais j'en ai parlé avec quelqu'un d'autre encore, enfin, dans un épisode qui viendra. Le médicament est là quand on n'est pas capable de faire le travail. C'est ça. Quand on n'est pas capable de le faire tout seul. Le médicament te sert de béquille pour que tu puisses aller faire le travail et régler le problème pour ne plus avoir besoin du médicament. Mais il n'est en aucun cas et jamais la solution. Il est une solution pour s'en sortir, mais il n'est pas la réponse au problème. Et je pense que c'est une. Et il est nécessaire. Il est nécessaire. Et je pense que c'est une erreur et c'est préjudiciable de penser que le médicament résoudra tout. Non. Parce que clairement, non. Et c'est pour ça qu'il faut aussi attirer l'oreille des professionnels de santé. Par exemple, tu vois, moi, je pense à l'époque au médecin traitant de Julie qui la suivait. À aucun moment, il m'a posé la question si moi j'allais bien. Tu vois, c'est un truc con. Mais je lui en veux pas. Hein. C'est plus notre médecin traitant ce qu'on a déménagé, mais je lui en veux pas. Mais je me dis,
Ah ouais, avec le recul, tu vois, c'est... Ouais, tu vois. Et aujourd'hui, je suis convaincu que dans des cabinets de sages-femmes, dans des cabinets de médecins traitants, de pédiatres, il y a des gens qui maintenant sont plus aux aguets sur ces choses-là. Plus formés peut-être. Alors plus formés, je sais pas. Qui s'auto-forment. Ou en tout cas qui prennent leurs responsabilités, on va dire, et qui vont dire, écoutez, voilà, vous n'allez pas bien, comment va votre conjoint, qui prennent la globalité, si tu veux, tu vois, et ça me rassure, et tant mieux, et même pour tout, hein, pas que pour ça, hein, mais ça me rassure de me dire que ces personnes-là existent et qui donnent des bons conseils et qui font un accompagnement sérieux. Après, moi, il y a un truc que j'aimerais quand même dire, c'est que oui, tu vois, c'est important d'aller poser la question du conjoint, mais je pense pas pendant la consultation avec la personne malade. Ah non, mais clairement pas. Ah bah clairement pas. Parce que la personne malade, tout ce dont elle a à s'occuper, c'est de guérir. Ouais. Et encore, si elle y pense. Oui, et mais si elle a justement, envie, tu vois, c'est ça le truc. c'est vraiment sa seule préoccupation, ça doit être ça. Faudrait pas non plus que la personne, parce qu'il y aura certainement des personnes en plein milieu de la tempête, en plein milieu de la dépression postpartum qui vont écouter ce podcast, et cet épisode n'est en aucun cas une forme de culpabilisation. Si vous êtes en dépression du postpartum aujourd'hui, s'il vous plaît, ne culpabilisez pas pour ce que votre conjoint ou votre conjointe vit. C'est vraiment pas votre préoccupation. Et là, cet épisode-là, il s'adresse surtout aux conjoints qui doivent prendre soin d'eux pour pouvoir prendre soin de vous et continuer à prendre soin de vous. Vraiment. Et je sais que c'est difficile parce que la dépression du postpartum est un état psychologique particulier où on aura peut-être tendance à être un peu plus... à prendre les choses plus à cœur et à culpabiliser. On culpabilise peut-être déjà de l'état dans lequel on est. Mais s'il vous plaît, cet épisode n'est en aucun cas fait pour culpabiliser les personnes qui sont malades. Il est fait pour justement faire de la prévention auprès des aidants pour qu'ils puissent mieux vous accompagner et vous accompagner en évitant les dommages collatéraux. C'est vraiment ça, le message en tout cas qu'on essaye de faire passer aujourd'hui, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes en dépression postpartum ou en détresse psychologique qui écoutent ce podcast, je le sais. Il faut faire attention. Il faut tenir sur la durée. Ouais. Il faut tenir sur la durée. Tu sais, tout à l'heure, quand tu parlais des marathoniens qui font une course entière sans s'arrêter, même pas pour pisser, ni pour boire, ni pour prendre une collation. Alors après, je sais pas, je suis pas marathonien. Si les gens me connaissent, ils savent très bien que je suis. Ou alors, je suis un marathonien qui fait. Regarde à la télé. Ouais, boucherie, boulangerie, épicerie, primeur. Tu vois, moi, c'est ça mon marathon. Tu vois. Non, mais et c'est ça que moi, j'aurais aimé entendre, c'est de dire. Ça va durer, parce que la réalité c'est ça va durer, et pour que ça tienne sur la durée, il faut que tu aies pleine conscience que toi aussi tu as besoin de temps. En plus, c'est ça qui est dingue, c'est que je suis convaincu que Julie aurait dit mais oui, il n'y a pas de problème. Enfin, mais c'est pas à elle de dire, c'est pas sa responsabilité, c'était la tienne. Ouais, mais tu vois, je pense que ça aurait même pas posé problème, enfin même aucun souci. Mais je sais, mais j'arrive. Mais c'est juste qu'on n'arrive pas à s'occuper de soi. Ouais. On n'est pas appris à s'occuper de soi et à prendre soin de soi. Bah déjà d'admettre, déjà de connaître ses propres émotions. De se connaître en fait, tout simplement. De se connaître, tu vois. Je le dis souvent à ma fille, je lui fais connaître les émotions. Savoir les reconnaître chez les autres, savoir les reconnaître chez soi, c'est mieux les voir aussi chez les autres. Parce que quand moi je m'énerve et que je m'excuse après, je lui dis dans mon éducation, même si mes parents étaient extraordinaires, j'ai jamais eu cette soupape où à un moment j'ai pu exprimer clairement ces émotions-là. Et c'est bien dommage. Mais donc c'est pour ça que voilà, moi je lui laisse entièreté à se sentir bien là-dessus. Et clairement, je pense que ça l'aide plus que moi. Et c'est vrai que moi j'aurais bien voulu tout ça. Et c'est pour ça que voilà, l'intérêt de oui, il y a aucun problème d'échanger sur ce sujet-là. Il y a aucun problème que quelqu'un vienne me parler en privé sur Instagram et qui me demande comment moi j'ai vécu les choses sur cette dépression du postpartum, parce que ça me paraît tellement évident, pas de transmettre, mais juste d'entendre quelqu'un qui est dans le même bateau, ou en tout cas la même barque, quelque chose qui y ressemble presque, parce que chaque histoire est particulière et chaque personne est différente. Mais au final, on en revient toujours à la même chose, c'est que voilà, le statut d'aidant, il est là, voilà, hein, c'est comme ça. Et
il faut pas se négliger. Non, il nécessite un soin particulier. Et j'ai conscience que je me suis négligé pour plein de choses. Ouais. C'est pas grave aujourd'hui. Mais Non, parce que tu as réussi à rattraper le coup, entre guillemets, mais encore que tu es en soin, en fait. Ah bah oui, ah bah clairement. Tu es en soin. Ah non, mais c'est... Et en fait, si on peut... En fait, le message vraiment à faire passer, c'est, s'il vous plaît, n'attendez pas d'en arriver là où toi t'en es arrivé pour prendre soin de vous. Non, c'est compliqué. C'est compliqué d'en arriver à ce niveau-là, c'est-à-dire au niveau où c'est quelqu'un de ton entourage, et là en particulier c'est ton épouse, donc on va dire la personne certainement la plus proche, qui te dit clairement qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est extrêmement difficile de le prendre dans la tronche, hein. De se dire ah bon, d'accord, ok, mais alors concrètement je fais quoi? Parce que je fais quoi là? Oui, tu me dis que je suis pas bien, mais qu'est-ce qui... Explique-moi, montre-moi ce qui va pas, parce que moi je le vois pas. Je le vois pas. Et puis après, bah voilà, c'est plein de petites choses qui après effectivement, on se dit ah ouais merde. Et quand je dis petites choses, c'est petites choses. Je me souviens d'un week-end où je suis parti avec Rosalie chez mes parents. Julie était trop enceinte pour pouvoir se déplacer. Et je me suis dit tiens, pour lui faire plaisir, je vais commander des fleurs. Donc je vais sur un site qui vend des fleurs pour faire livrer un bouquet. Je vous conseille pas, ça coûte très cher et c'est moche à l'arrivée. Allez chez votre fleuriste local, c'est beaucoup mieux. Et je me souviens, j'ai commandé ces fleurs-là. Et puis bah, elle a dû les recevoir dans la journée. Puis je sais pas, n'ayant pas de réponse, c'est quand même bizarre, hein, même pas dit merci. Ça t'a pas plu? Et c'est là, c'était un des trucs où ça a été l'élément moteur. Où elle m'a dit quand tu vas rentrer, il faudra qu'on discute. Et au final, j'ai pris le premier bouquet qui venait, le moins cher, le plus moche, avec des couleurs complètement insensées. C'est-à-dire en oubliant tout, en oubliant quelle est sa fleur préférée, quelle est sa couleur préférée, et en plus en lui faisant une surprise que je savais que ça ne lui plairait pas. Parce qu'il n'y a aucun sentiment à envoyer des fleurs si tu les offres pas directement en face à face. En tout cas, c'est comme ça qu'on voit les choses. Et c'est là où j'ai dit ah ouais non mais là je déconne complet, c'est vrai. Effectivement. On n'envoie pas des lys à quelqu'un qui aime les pivoines. C'est une connerie. Non, mais la réalité, c'est ça. Et en final, c'est plein de petits trucs comme ça. Plein de petites choses. Où toi, en fait, c'est là où je te disais tout à l'heure, hein, le cerveau, il est en automatique. Tu te dis, ah oui, mais je vais faire quelque chose pour elle parce que je l'aime. Mais au final, tu fais de la merde. C'est complètement insensé. Pourquoi d'un seul coup, tu t'es mis à faire ça? Et c'est vrai que là, je me suis dit, ah oui, ça y est. Là, elle a raison. C'est pas normal. C'est pas moi. C'est pas Frédéric. C'est chelou. C'est chelou comme truc. Et ça fait peur, hein. Ça fait peur de se rendre compte qu'on est en train de faire de la merde. Oui. Mais bon, on s'en sort. On s'en sort. Ça fait déjà plus d'une heure qu'on discute, Frédéric. Oui. Et le café est froid. Ah oui, il est fini le café depuis longtemps. On va clôturer cette conversation. Merci 1000 fois pour tes mots, pour ta franchise, pour tout. J'espère en tout cas que ce discours pourra aider. Je suis ravie d'avoir pris de tes nouvelles, même si j'avoue, est-ce que j'aurais préféré qu'elle soit meilleure? Oh oui. Oui. Mais on n'aurait pas eu grand-chose à se dire. on aurait toujours trouvé un truc à se dire. Certes. Non, mais bien sûr. Mais en tout cas, d'avoir la suite aussi, d'avoir... En fait, moi, je le vois vraiment comme un message d'espoir, premièrement, parce que la dépression postpartum, on en guérit, on en ressort des choses quand elle est soignée, parce qu'attention, hein, une dépression postpartum non soignée guérit aussi. Hein. C'est ça. Le problème, c'est qu'il y a toujours quelque chose qui ressort derrière. Donc, s'il vous plaît, prenez-vous en charge. C'est ça. Et soignez-vous. Et prenez soin de vous. En fait, le vrai message, je pense qu'il est là. Ah bah clairement, c'est prenez soin de vous. Et prenez soin de vous, même en prenant soin de l'autre. Voilà, c'est ça. Même en prenant surtout en prenant soin de l'autre. Je pense que c'est ça le message. C'est clair. Merci beaucoup, Fred. Merci, Élise. À bientôt. À bientôt, très très bientôt. Voilà, c'est terminé pour ce premier épisode de Prenons un café, Frappé, la capsule estivale dans laquelle on retrouve les anciens invités du podcast. Je te remercie d'avoir écouté jusqu'au bout et s'il t'a plu, je t'invite à le partager sur tes réseaux sociaux, à tes amis dans la vraie vie, bref, au plus grand nombre. Après ça, tu peux aussi envoyer un max de love à Prenons un café sur Apple Podcast. C'est hyper simple. Tu ouvres ton appli Apple Podcast sur ton iPhone, tu vas sur Prenons un café et tu descends tout en bas. Là, tu mets le nombre d'étoiles que tu souhaites, au choix 5, et tu écris ce que tu veux dans la section Avis. Par exemple, le 15 juin, Aurélie MK écrivait « Ma dose de décrochage dans mon quotidien de maman de 3 kids. Tellement bienveillant et éclairant. Merci. » Mais c'est moi qui te remercie Aurélie pour ta fidélité, pour ce temps que tu prends pour toi et pour ton soutien.
Bon, et puis si tu n'as pas Apple Podcast, tu peux toujours parler de Prenons un café autour de toi, ça ne mange pas de pain et ça fait toujours plaisir. Tu es sur Prenons un café, le podcast qui parle des sujets de parentalité, mais surtout d'humanité, sans tabou ni complexe. Je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode estival. Abonne-toi à Prenons un café sur ton appli de podcast préféré pour ne rien manquer. D'ici là, prends bien soin de toi, autour d'un café.